C'est émotionnel parce qu'il ne faut jamais oublier que ces animaux qui nous accueillent sont des vrais animaux sauvages. Sauvages. Si on avait à faire le parallèle, c'est comme si nous étions au milieu d'une famille d'éléphants. Quand on est à côté de la mère qui laisse téter son petit et qui est dans un moment extrêmement vulnérable, une grande intimité, ça veut dire que notre bienveillance et notre respect font qu'ils nous acceptent parmi eux comme si nous étions l'un des leurs. Et c'est ça qui change tout. Encore une fois, on n'est pas ici pour faire un cours de biologie sur les cachalots. On est ici pour montrer deux choses. D'abord que quand on va à la rencontre avec bienveillance et respect, on arrive toujours à trouver la distance juste avec l'autre, avec celui qui est différent, et qu'à ce moment-là s'établit un rapport de bienveillance qui permet de tenter de comprendre l'autre, en tout cas d'être en paix avec lui. Et la deuxième chose, c'est qu'à ce moment-là, on connaît. Et connaître, ce n'est pas simplement savoir, avoir des informations, mais créer des liens qui permettent de vivre avec. Et ce que nous essayons de faire avec Stéphane, ce n'est pas simplement d'apprendre des choses sur les cachalots, mais de montrer que c'est notre attitude à nous, les hommes, qui fait que, face à la vie sauvage, on peut créer des liens qui nous amènent à être bouleversés, à avoir une joie formidable, tellement formidable qu'on est là pour la partager avec vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait retrouver la même relation avec les animaux sauvages terrestres que celle que nous avons avec les animaux marins si nous changions nos rapports au monde, à terre en particulier. Alors, la parole est à vous. Enfin, sinon, on peut continuer à parler un petit peu avec François et Stéphane, si vous voulez. Peut-être vous êtes-vous dit, je connais ce visage, ou je connais... Enfin, moi, en tout cas, quand je l'ai rencontré, je me suis dit... Je lui ai dit, mais je vous connais. Et finalement, je ne l'avais jamais rencontré en personne, mais je l'ai déjà vu beaucoup. Vous aussi? Quelqu'un a dit oui? Dans les films Cousteau, dans beaucoup de films comme ça. François Sarano. Parlons des cachalots. François Sarano est également Monsieur Requin Blanc. Avant les cachalots, c'était le Requin Blanc. Hein? Oui, tout à fait. Alors moi aussi, il y a quelques années, je voyais, étant beaucoup plus jeune, François à la télé. Ce que je veux dire de François et de cette aventure, c'est que c'est déjà derrière la modestie et l'humilité de François, c'est avant tout un travail d'équipe. Seul en mer, on n'est pas grand-chose, on n'est rien. Et là, dans cette aventure, il y a tout un groupe de personnes que vous avez pu voir. Évidemment, on ne les a pas tous cités. Mais il y a Axel Prudhomme qui est sur place à longueur d'année et qui se met à l'eau. C'est probablement l'homme qui a le plus nagé avec ces animaux. Et grâce à Axel, grâce à toutes les vidéos qu'Axel fournit à François, c'est un travail régulier en fait que fait François. Et grâce à toutes ces images, François et d'autres font l'identification. Donc sans cette équipe, vous avez vu notre skipper et puis René aussi, donc Navine, et puis sans René qui fait les images sous-marines, on n'est pas grand-chose et on ne connaît pas grand-chose. Voilà, donc moi je tiens aussi à saluer toute l'équipe, mais comme le dit François, parlons plus des cachalots parce que c'est vraiment un animal fantastique. Ce clan-là nous permet de comprendre petit à petit des choses incroyables et c'est tout l'intérêt de cette mission qui continue d'ailleurs parce que c'est certes un film, mais c'est une mission qui est scientifique. Il y a des publications scientifiques en cours et c'est un travail qui est mené par François et d'autres et l'association Longitude 180. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous commencez à comprendre le cachalot, les clics de cachalot? Alors, soyons clairs. Langage. Soyons clairs. Les cachalots n'ont pas un langage comme le nôtre. Il n'y aura jamais quelqu'un qui trouvera une pierre de Rosette qui permettra de traduire le cachalot en français. Il n'y aura jamais de dictionnaire parce que les cachalots n'ont pas de langage comme nous. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est associer des expressions sonores comme celle-ci, une coda très structurée, bien codifiée, avec des comportements, ce que nous commençons à faire. Qu'est-ce que vous venez d'exprimer là?
Là, c'est un câlin. Ah, c'est un câlin. Voilà. C'est un câlin, oui. Mais les cachalots sont les maîtres de la caresse. Un cachalot, c'est 50 tonnes de délicatesse. Ils passent leur temps à ça. Et effectivement, lorsqu'ils souhaitent interpeller quelqu'un, ils émettent cette fameuse coda. Alors, deux choses, enfin, il y a des tas de choses intéressantes. Mais je veux finir sur cette histoire de langage. Ce n'est pas parce que c'est codifié et très structuré qu'on peut le traduire en mots. Je vais prendre un exemple. La musique, c'est extrêmement structuré, c'est extrêmement codifié, on a des notes, ça exprime beaucoup d'émotions, ça peut même véhiculer de l'information, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, c'est le réveil, ok. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez traduire, je ne sais pas moi, une symphonie de Beethoven en mots. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut bien, ce dont il faut bien se rendre compte. En revanche, encore une fois, on associe ces expressions grâce à l'appareil de Hervé Glotin, qui, avec un processeur millionième de seconde, permet de distinguer l'arrivée des clics sur chacun des micros. C'est unique au monde, c'est un appareil il n'y en a qu'un, c'est celui-ci. Et donc, on attribue l'expression sonore à un cachalot et à un comportement. Ce qui nous a permis, vous l'avez vu dans le film, d'attribuer au tout bébé une expression sonore quand il discutait avec sa maman. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir comment ce bébé qui avait une semaine à ce moment-là pouvait utiliser le langage, entre guillemets, propre à cette famille. Ça ne peut pas être par enseignement parce que c'est trop court, une semaine, mais c'est vraisemblablement soit par imitation, hein, papa, papa, soit par imprégnation, et l'hypothèse que nous retenons, c'est ça, parce que le petit va rester 1 an dans le ventre de sa mère, qui est un milieu liquide, il baigne dans un milieu liquide, et les ondes des codas qu'il entend toute la journée, eh bien, il en est véritablement imprégné. Donc c'est vraisemblablement comme ça qu'il apprend à utiliser les expressions sonores qui sont propres à ce groupe. Et chaque groupe utilise des expressions sonores qui lui sont propres. Luna est prête avec le micro à la main, si vous... Voilà, merci. Vu que l'homme a malmené les aïeux du cachalot, il n'y a pas eu de danger au premier contact, c'est-à-dire ce réflexe génétique que peut avoir le cachalot par rapport au danger que l'homme a pu susciter. 3 choses. L'idée de réflexe, il faut oublier. Les cachalots sont des êtres qui maîtrisent parfaitement leurs connaissances et leurs émotions. Et donc, on est, comme chez nous, chez des individus qui ne réagissent pas par réflexe. Et on a 1000 anecdotes, dont une histoire avec Elliot qui est venu se faire enlever un hameçon et qui a ouvert la bouche pour laisser Hugues enlever l'hameçon, et qui sait contrôler, pendant qu'on arrache l'hameçon, ça fait très mal, pour que Hugues puisse le soigner. Faites la même chose avec votre chien, vous allez voir, votre chien il va vous mordre. Ça prouve que certains animaux se contrôlent parfaitement et le cachalot se contrôle. Première chose. Deuxième chose, c'est vrai que dans les années 80, avec la Calypso, nous essayions à l'époque de plonger avec les cachalots, mais les cachalots nous fuyaient. On se mettait à l'eau. Moi, je me souviens, dans un endroit au lieu de maintenant du whale watching à Kaikoura, en Nouvelle-Zélande, il y avait beaucoup de cachalots. On se mettait à l'eau, mais on les voyait passer, ils ne restaient pas. Aujourd'hui, on est 30 ans après l'arrêt de la chasse, 82, et 80 dans l'océan Indien. Et ces cachalots, ceux avec lesquels nous sommes, n'ont pas connu la chasse. En revanche, certains de leurs arrière-grands-parents ont connu la chasse. Nous connaissons aujourd'hui les grands mâles qui viennent se reproduire, et je corrigerai quelque chose tout de suite dans ce qui est dit dans le commentaire. L'analyse génétique et les études que nous avons fait cette année 2019 montrent que les grands mâles ne font pas que passer pour se reproduire, mais reviennent régulièrement dans le clan où ils ont des descendants. Et ces grands mâles, lorsqu'ils reviennent, discutent avec les jeunes et avec les femelles. C'est quelque chose de tout nouveau qui n'est pas dans le film, comme tout à l'heure avec les loups. L'histoire continue
Et on découvre qu'au contraire, ces grands mâles ont un rôle structurant dans le clan, hein, et rassemblent ces mêmes familles qui constituent le clan, et puis donc reviennent régulièrement dans le clan. On en a un mâle, par exemple, qui s'appelle Jonas, qui est le père d'un petit qu'on voit là, qui est Darren, qu'il a eu avec Lucie, et qui est en même temps le père d'une autre femelle adulte, Caroline. Ça veut dire qu'il est passé 20 ans avant pour avoir cette Caroline, et qu'on voit revenir régulièrement. Et quand il arrive, ce grand mâle reproducteur, non seulement il ne fait pas fuir les autres cachalots, c'est que chez les baleines à bosse, un mâle reproducteur, il fait fuir tout le monde, parce qu'il est capable de tuer un petit pour venir s'accoupler avec une femelle. Le grand mâle cachalot, lorsqu'il arrive, tout le monde le rejoint, tout le monde vient le caresser. On a vu des rassemblements de 80 cachalots autour de Jonas, et on se frotte et on se caresse. Et lorsque tout d'un coup il se met à la verticale, en chandelle, alors les petits descendent sur sa tête, se posent sur sa tête et viennent l'écouter. Comme s'il racontait des histoires extraordinaires. On ne sait pas ce qu'il raconte, mais vraisemblablement, ces grands mâles font passer des histoires. Et je reviens là-dessus. Des histoires qui peut-être parlent de chasse, parce que les grands mâles ne sont matures pour la reproduction qu'à 25 ans. Ça veut dire que Jonas, par exemple, a dû connaître la chasse. Et nous avons, grâce à l'analyse génétique, retrouvé même un grand mâle qui est l'arrière-grand-père d'une des petites ici, et qui, lui, a dû naître dans les années 40, donc largement à l'époque de la chasse. Parce que la chasse, le maximum de la chasse au cachalot, c'est 1960, on tuait 30 000 cachalots par an. C'est la grosse chasse industrielle. Donc, ils ne nous en veulent pas, ils nous accueillent, mais... Et là, j'insiste, respect, humilité, bienveillance. Et lorsqu'on y va nu, comme ça, alors la relation peut s'établir. Moi, je voudrais revenir sur cette thématique. Et on nous pose souvent cette question, est-ce que ce n'est pas dangereux, ou la dangerosité de ces grands prédateurs? En fait, je pense que les images que vous avez vues, et je l'espère, vous donnent une autre sensation. C'est-à-dire que en plusieurs années de plongée, on a fait des centaines, et j'espère qu'on continuera à faire des centaines d'immersions avec ces animaux. À aucun moment, on s'est senti menacé ou agressé. Bien au contraire, quand on est au milieu de ce clan, enfin moi en tant qu'humain et plongeur, c'est ce que je ressens, il y a une grande quiétude. Ce sont des êtres paisibles qui n'ont aucune crainte, aucune défiance vis-à-vis de nous. Nous, peut-être, enfin, les hommes, nous en avons. Il faut simplement changer de paradigme, changer notre regard sur ces animaux sauvages, comme sur le loup. Il faut changer le regard qu'on porte sur ces animaux sauvages, voir le sauvage autrement, et tout se passe bien. Tout s'éclaire, on voit les choses complètement différemment, un autre monde. Et là, on voit une société d'êtres intelligents, je n'ai pas de problème à utiliser ce mot, puisque 40 millions d'années d'évolution leur ont permis d'être parfaitement adaptés à leur milieu. Pour moi, c'est une forme d'intelligence. Une société apparemment sans conflit majeur, sans bagarre, sans haine, sans jalousie, une société qui partage, qui mutualise jusqu'à l'allaitement et qui s'entraide. Donc moi je ressens aucun danger. Là, c'est plus parfois quand on revient à terre et qu'on traverse la rue que là je sens du danger, oui, ça c'est sûr. Alors, société solidaire, vous avez vu, on a mis un peu en valeur Germine la nounou, c'est unique. Je dis bien unique dans les sociétés animales, qu'un individu s'occupe de chacun des nouveau-nés année après année. Hein, depuis 2011, elle s'est occupée de Tache Blanche, s'est occupée d'Eliott, s'est occupée de Maurice, qui malheureusement a disparu. Elle s'est occupée de Arthur, de Zoé. Et cette année, en 2019, elle a à nouveau allaité. Elle se laisse téter, mais sans évidence de lait. Donc on n'est pas sûr qu'elle ait du lait, mais elle se laisse téter. Et il y a une autre sorte de nounous qui, elles, sont spécifiques. Une nounou qui s'occupe d'un petit. Lorsque la mère descend en chassé, elle l'allaite. C'est-à-dire que chez les cachalots, il y a à la fois des nounous et Germine qui est plutôt une babysitter. Donc une société qui est toute structurée autour de cette solidarité, de ces babysitters, de ces nounous. Et c'est ça le secret des cachalots. C'est pas leur capacité
physique à plonger jusqu'à 1000 mètres de profondeur, physiologique à rester en apnée pendant 1 heure. Ça leur permet d'atteindre ça et d'aller chasser. Mais s'ils allaient chasser et qu'ils abandonnaient leur petit en surface sans surveillance, eh ben, il n'y aurait plus de cachalot, parce que les orques, les globicéphales et même parfois les grands requins tueraient les petits. La vraie adaptation des cachalots à la niche écologique des profondeurs, c'est la solidarité. C'est cette société qui fait qu'ils peuvent survivre dans ce milieu, somme toute hostile, hein, dans lequel ils ne respirent même pas, c'est pour dire. Et ouais. une dernière chose, je veux dire, un animal sauvage dans l'océan, il ne prend jamais aucun risque. Il a l'océan pour lui. S'il ne se sent pas bien, il fuit. Même les animaux ici qui ont des petits, ils s'en iront. On ne peut pas nager à leur vitesse. Hein. Donc, s'ils sont avec nous, s'ils viennent avec nous, si parfois ils nous interpellent au point de tenter de nous apprivoiser, c'est qu'ils sont bien. Et jamais ils nous menacent. J'ai plongé des dizaines et des dizaines de fois avec des grands requins blancs, les dents de la mer. La difficulté, c'est de ne pas leur faire peur. Mais à partir du moment où ils sont calmes, on a fait un film ensemble avec Stéphane sur les grands requins blancs, à partir du moment où ils sont apaisés, je dis bien les requins, pas nous, les requins apaisés, alors parfois, par chance, ils nous tolèrent au point qu'on peut nager l'un contre l'autre. Mais il n'y a jamais d'agressivité. S'il a peur, il part. Et les cachalots, c'est la même chose. Bonsoir. Je ne sais pas comment vous l'appelez, mais moi je vais l'appeler le tridrophone. On vous voit plonger à la fin du film avec un nouveau groupe, avec votre tridrophone. Est-ce que vous avez trouvé un coda différent d'avec le groupe d'Irène? Alors, oui, nuancé. Avec le groupe d'Irène, on a analysé 1700 codas et, j'ai les chiffres en tête, je crois que c'est 80% les codas, 87% les codas à 7, 8 et 9 clics dominent, et il n'y a pas de coda à 5 clics. Parce que la coda à 8 clics est la dominante, et ils utilisent aussi du 7 ou du 9 clics. Dans le groupe de Cindy, Rechna, Loré et Mitali, que vous avez vu, le dernier groupe, on a des codas à 5 clics, qui sont des codas plus communes, au moins dans le reste des océans du monde. Si vous alliez par exemple aux Açores, vous auriez 5 clics 2 plus 3, ou alors 5 clics réguliers. Enfin bon, c'est des codas qui sont relativement courtes. Cette coda à 8 clics est exceptionnellement rare, et c'est la coda de chez Irène. Les autres clans, on n'a pas beaucoup d'enregistrements, donc je ne peux pas comparer véritablement. Mais quand on compare avec tout ce qui est fait dans le monde, c'est cette coda qui est originale. On va partager le micro. Monsieur va transmettre son micro à une autre personne qui est là. Ça y est? Non, c'est le monsieur qui est là. Merci beaucoup. Et pardon, excusez-moi, je vais quand même rajouter une petite chose. Dans le domaine de l'analyse des expressions sonores, c'est même pas l'aube. On comprend rien. On comprend rien. À un moment donné, on voit Roméo qui vient vers René qui fait ou alors des séries de clics très rapides. On appelle ça des buzz, on appelle ça des crics, on met tout ça dans un gros sac parce qu'on n'y comprend rien. Mais il est sûr que ces expressions sonores-là, non seulement ne sont pas comme on le dit très souvent, des clics d'écolocalisation, il n'y a pas besoin d'écolocaliser, je suis juste à côté, il fait la même chose avec son copain, mais des communications, des clics de communication, et des communications qui doivent jouer sur un autre registre que celui uniquement sonore. Parce que à cette distance-là, la vibration est très forte, on la ressent très fort, et cela relève de la caresse. Et je pense que ces animaux dont la peau est très sensible, qui sont extrêmement tactiles, jouent sur ce registre de la vibration sonore caressante. Donc, il y a ça. Et cette année, on l'avait déjà entendu, mais mis en évidence que les cachalots miaulent. Miaou, miaou. Bon, ça faisait des années qu'avec René, avec Stéphane, on avait entendu ce miaulement, mais on ne savait pas. Et cette année, j'ai fait très attention, et grâce à l'enregistreur, qui est à 4 microphones maintenant, eh bien, nous avons enregistré
une cinquantaine de ces miaulements, très difficile de savoir à quoi ça correspond. C'est souvent les jeunes qui les émettent et c'est souvent au moment où ils ferment la bouche. Mais on ne sait pas si ça signifie quelque chose. En tout cas, il y a ce son. Et on ne sait pas comment il est émis. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous prenez un livre là sur les cachalots, vous allez dire les cachalots ne peuvent émettre que des sons claqués. Leur appareil ne peut pas faire d'autres sons. Et pourtant, il y a des miaulements. Donc, vous vous rendez compte que on sait que dalle. Voilà, on sait que dalle. Oui, je voulais savoir si ils migrent en fonction des saisons et est-ce qu'ils ont un sens olfactif? Alors, migration. Les femelles et les jeunes restent dans la zone intertropicale. Ici, sur la côte ouest, nord-ouest de l'île Maurice, au point que Irène Gueule Tordue, donc le clan d'Irène Gueule Tordue, c'est le nord-ouest de l'île Maurice et que les autres clans, c'est plutôt le sud. Alors, ça c'est pour les femelles et les jeunes. Il y a un certain d'autres chercheurs qui ont posé des balises et qui ont montré que certains des cachalots de l'île Maurice, mais on ne sait pas lesquels, et je subodore que ce sont plutôt ceux du sud, sont allés jusque dans les îles qui sont à côté, non, à la Réunion, et puis, non, juste, non, sur l'est, les toutes petites, Rodrigue, et revenir. Mais je pense que c'est les clans du sud. Donc ça reste local. En revanche, les mâles quittent à maturité sexuelle physique ou avant la maturité sexuelle physique les clans de femelles et iraient vers le Grand Sud, Kerguelen, Crozet, avant de revenir 20 ans plus tard pour se reproduire dans les eaux tropicales. Personne n'avait jamais montré ça. Tout ça, c'est purement théorique. Et nous avons montré cette année, grâce à l'analyse génétique, qu'effectivement, il y avait des liens entre les grands mâles qu'on voyait à Crozet, Kerguelen, et notre clan de Irène Gueule Tordue. Ce que l'on sait aussi, c'est que ces mâles donc reviennent régulièrement dans les clans où ils ont des descendants, et c'est tout ce qu'on peut dire. Autre chose, vous allez lire que les jeunes mâles partent à maturité sexuelle, pas de bol. Nous, nos deux jeunes mâles, Elliot et Tache Blanche, qui auraient dû partir l'année dernière, ils sont toujours là. Alors, soit la littérature, ça colle pas, soit c'est des cas particuliers. Ce sont des cas particuliers. On a l'habitude de dire les poissons, les cachalots, les machins, comme si ils étaient tous des machines interchangeables qui avaient des comportements identiques et qui répondaient de façon systématiquement la même chose aux stimuli du milieu. Pas du tout. Chaque cachalot a son histoire individuelle. Et l'hypothèse que nous émettons pour expliquer que Elliot et Tache Blanche sont toujours là alors qu'ils auraient dû partir, c'est que l'année dernière, enfin l'année où nous avons fait le film, Tache Blanche a eu une petite sœur, Chesna. Et cette année-là, Germine a été incapable de s'occuper d'elle parce qu'elle avait déjà trop de petits. Et c'est Tache Blanche qui s'en est occupée. Donc peut-être le fait qu'il ait dû s'occuper de sa petite sœur, de la protéger, lui a imposé de rester. Mais comme son pote Elliot et lui sont indissociables, Elliot, qui aurait dû partir, est resté avec Tache Blanche. Hypothèse, tout ça. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que comme chez nous, les hommes, la petite histoire de chacun fait la grande histoire des cachalots. C'est ça qui est intéressant. Il faut arrêter de parler du sac cachalot. Ça n'existe pas. Ou alors c'est un petit peu comme on parle du sac des hommes. Bon, mais chacun est différent. Voilà. Et chez les cachalots, c'est la même chose. Et nous aurions 1000 histoires à raconter. Je parlais tout à l'heure de Jonas, qui avait eu avec Lucie un petit Darren. Eh bien, le petit Darren, il est tout le temps avec sa mère, Lucie. À 80%, il est avec elle, pas avec les nounous. Dans le même clan, il y a Caroline. Il a fallu l'analyse génétique pour voir que c'était la mère de du petit Alexander cette année, alors qu'il est à 90% du temps avec sa nounou, Amy. Ça veut dire que dans un même clan où il y a 17 femelles adultes, on a des mères qui s'occupent
pathologiquement de leurs petits, qui ne les laissent pas filer avec l'un, et une autre qui s'en occupe pas du tout. Uniquement des cas particuliers. Donc c'est difficile de tirer des généralités de ces observations qui montrent une chose, ce sont des personnes non humaines, avec la même identité que nous. Et on vous raconterait 1000 anecdotes qui montrent que chacun est différent de l'autre. Et d'ailleurs, maintenant, on n'a plus besoin de regarder les cartes d'identité. On regarde les comportements. Ah, ça peut être que tache blanche. Bah, même si on ne le reconnaît pas, c'est tache blanche. Elliot, c'est Roméo. Ah, voilà. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Et qu'on les aime, visiblement. Hein. Madame. Oui, merci. Je voulais juste revenir sur la... en 1980, vous disiez que la chasse avait été terminée. Est-ce qu'on a une idée du nombre de cachalots qui étaient encore en vie à cette époque-là? Et maintenant, combien il y a d'individus que vous pouvez recenser? On n'en a aucune idée. Il y a des chiffres. On dit que la population originelle était comptée 1 100 200 000 cachalots. Je ne sais pas très bien comment on a pu faire ça. Que la population, au moment de l'arrêt de la chasse, en 80 dans l'océan Indien, 82 le moratoire général, comptait 300 000 cachalots. Je ne sais pas comment on compte des cachalots, je peux vous dire, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire d'estimation aérienne, parce qu'ils passent la moitié de leur temps sous l'eau. Hein, et on sait que nous, on peut passer sur tout le clan, quand ils dorment en chandelle, qui n'émettent aucun son, on ne sait pas qu'ils sont là. Donc je ne sais pas comment on peut faire un dénombrement. Pour faire un dénombrement, ben, il faut les compter un à un, c'est-à-dire les connaître un à un. C'est pour ça que notre histoire est intéressante, parce que c'est la première fois au monde que, grâce à ces cartes d'identité, eh bien, on commence à écrire pour de vrai l'histoire d'une famille. Pas des cachalots, hein, d'une famille. Monsieur. Oui, moi je reviens à la musique. Je voulais savoir si vous avez fait des expériences musicales sous l'eau avec les cachalots. Ce genre d'expérience, parce qu'il y a quelques années, j'ai assisté à une conférence de Pierre Lavagne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a reproduit une conque en plastique, en fait, qui plongeait. Et là, c'était les baleines. Et selon les morceaux qu'il jouait, il avait un public qui revenait fidèle de baleines. Donc il y avait aussi une sorte d'échange. C'était assez intéressant et j'ai plus du tout de nouvelles, même sur Internet. Alors, nous nous interdisons ça. 2 raisons. La première, c'est que l'enregistreur nous a montré que les cachalots, leurs expressions sonores, s'exprimaient pas simplement dans la gamme de fréquences que nous entendons, mais dans les basses et les hautes fréquences. Ça veut dire que, en gros, si nous émettions dans la gamme de fréquences dans laquelle nous sommes capables d'entendre et d'émettre, voilà à peu près ce qu'ils comprendraient. Rien, parce qu'on aurait écrété une partie de la diction, des mots. La deuxième chose, ce sont nos amis. On ne leur tire pas dedans pour faire des prélèvements, faire les analyses génétiques, et on ne dit pas n'importe quoi, si on ne sait pas ce qu'on dit. Ça veut dire que par respect pour eux, nous n'émettons pas de son qui pourrait être mal compris. Comment dire, nous essayons de profiter de cette immense tolérance, de cette immense acceptation, et d'avancer pas à pas. Peut-être que le jour où nous en saurons plus, on essaiera ça. Mais on ne le fait pas. J'ai vécu une expérience avec Elliot, qui est venu, on était avec René Eusé, on avait raté le coup, ils avaient sondé, ils étaient à 1000 mètres de profondeur, on se dit on ne les suit pas. Et donc on allait remonter sur le bateau, enfin on allait remonter pour appeler le bateau, et tout d'un coup, on a entendu un cachalot, c'était Elliot, qui arrivait de nulle part, hein. Il a l'océan pour lui, il est resté 10 minutes, c'est très long 10 minutes, à danser pour nous. Et non seulement il a dansé, il se met sur le dos, il s'offre ventre à l'air, et il a émis, à mon intention, 40 fois la coda. C'est unique. Câlin, oui, câlin. C'est unique. D'habitude, avec les plongeurs, c'est uniquement, non, jamais la coda. Là, 40 fois de suite. Alors, 2 choses intéressantes. La première, je finis là-dessus, je me suis interdit d'essayer de répondre ou de caresser. Je suis sûr qu'il demandait une caresse. Mais, de même que je ne voudrais pas dans la rue que quelqu'un m'attrape, même si voilà, on garde, que ce soit René, que ce soit Stéphane, Axel, on garde tous cette distance du respect.
On ne sait pas encore. Et la deuxième chose qui me paraît intéressante là-dedans, dans cette histoire, c'est que ça montre que nous n'avons pas, nous les hommes, le monopole de la curiosité. Les cachalots sont aussi curieux des hommes que les hommes sont curieux des cachalots. Et nous étions vraiment le scientifique étudié. Hein, c'est l'arroseur arrosé. Et la deuxième chose, le fait qu'il soit resté 10 minutes, animal sauvage, libre, indompté, qui avait l'océan pour lui, montre qu'il était bien. Et qu'en utilisant l'expression sonore qu'ils utilisent entre eux pour se demander des câlins, je crois que cela signifiait qu'ils voulaient m'apprivoiser. C'est-à-dire que nous aussi les hommes, nous n'avons pas le monopole d'avoir envie de rentrer en relation avec bonheur, avec une autre espèce. Et ça me paraît important. Ça nous remet à notre place, très belle, magnifique, sur le grand arbre du vivant, mais d'autres espèces ont développé des formes d'intelligence, d'émotion, aussi complexes que les nôtres, même si nous ne les comprenons pas, et développent à l'égard du monde, à l'égard de l'altérité, une envie de découverte. Hein. D'ailleurs, Eliot, on l'appelle le Marco Polo des cachalots, parce que lui, c'est vraiment un explorateur. Hein. Et à l'égal de la nôtre. À l'égal de la nôtre. Voilà pourquoi nous sommes très mesurés dans ce que nous faisons avec eux pour éviter de rompre cette habituation qui est exceptionnelle avec des cachalots. Oui, très bien. Moi, ce qui me faisait rêver, c'était un protocole de communication entre l'homme et l'animal dans l'histoire de Pierre Lavagne. Oui, oui, je suis d'accord. J'ai un ami qui s'appelle Roberto Boubas qui allait autrefois, maintenant il ne le fait plus, avec les orques, il jouait de l'harmonica et les orques venaient autour de lui. Voilà. On n'entend plus parler. Non, François, je laisse parler et j'écoute tout comme vous et toujours les paroles de François parce que c'est passionnant, c'est un être passionné et c'est, je le disais tout à l'heure, c'est toujours une histoire de regard qu'on porte sur les choses. Et les gens qui affirment, à mon sens, bien souvent se trompent. François, il affirme rarement, il se pose beaucoup de questions et il porte toujours un regard... C'est un regard d'enfant sur les choses, un regard passionné. Et je trouve ça magique. Et c'est grâce à ça que petit à petit, les choses avancent sur ces animaux. Alors, bien sûr, moi, j'ai fait une bêtise une fois ou deux dans l'eau, c'est-à-dire que je me suis permis de les toucher comme ça. Mais en fait, c'est pas parce que moi, j'avais envie de le toucher. J'avais envie, je ne suis pas allé vers l'animal, mais c'est l'animal qui est venu me toucher. Et ça arrive. Et on s'interdit de faire ça. Mais si l'animal vient à nous et vient nous mordiller, comme une fois c'est arrivé. Mordiller, chez un cachalot, c'est de l'exploration, c'est très amical. On laisse faire, on va pas repousser. On est, tout à l'heure François l'a dit, moi souvent dans l'eau, j'ai plus souvent la sensation d'être l'objet de leur curiosité, incroyable, que le contraire. Pour vous dire une chose, et ça a été dit, on l'a dit plusieurs fois, on l'a dit dans le film, mais l'océan c'est immense. Là, on parle d'une espèce océanique. Mais nous, on est un point fixe dans cette immensité. L'animal, il a une multitude de possibilités, de choix, de chemins. Il peut nous éviter. Non, ils viennent à nous. Toutes les images fabuleuses que vous avez vues dans ce film, fabuleuses, parce qu'elles sont faites par René avec un grand talent, elles sont dues au talent de René, certes, mais à la curiosité de l'animal qui vient passer près de nous, qui vient inquisiteur, enfin j'aime pas ce mot, mais très curieux, qui vient nous scanner et puis nous voir, nous regarder. Et ça c'est absolument fantastique. Alors évidemment oui, on s'interdit d'émettre des sons, de toucher. C'est une règle aussi, une des nombreuses règles qu'on a mis en place pour pouvoir aller dans l'eau, justifier cette étude et justifier le fait que ce soit cohérent. C'est-à-dire que, là c'est le côté scientifique. Si on perturbe tout ça, ça n'a plus de sens. J'insisterai. Vous voyez à un moment donné René Euzet au milieu des chandelles. Donc c'est Stéphane qui filme à ce moment-là, donc il a fait ces plans-là. Les cachalots ne bougent pas. Ils dorment. Mais, comme tous les cétacés,
ils ont une respiration volontaire qui impose que le cerveau ne tombe pas dans une phase de sommeil paradoxal comme nous, mais reste éveillé en partie. Donc, on dit symboliquement moitié du cerveau en sommeil, moitié du cerveau en éveil. Ils savent parfaitement que nous sommes là. Je dis bien parfaitement. Et vous avez vu les images de Stéphane. René est au milieu. Cette année, avec mon bel hydrophone neuf, avec les quatre hydrophones, j'étais particulièrement intéressé à faire des sons nouveaux. Deuxième jour, on tombe sur le clan à 9h30. Wow, je me suis dit, toute la journée, ça va être chouette. Ils dormaient. On les a laissés à 12h30. Ils dormaient. C'était extraordinaire. Voilà. Et dans ces conditions-là, toute l'équipe va à l'eau. Vous avez vu, il y avait mon épouse Véronique, il y avait, enfin bon, on en profite vraiment. Mais encore une fois, si on va avec bienveillance et respect, et sans vouloir tout d'un coup se jeter sur eux, alors la magie s'opère. La magie s'opère. Mais encore une fois, on peut faire ça, la même chose, je crois, avec les animaux terrestres. Oui, Monsieur. J'avais une question. Est-ce qu'il existe une réglementation comme pour les baleines, c'est-à-dire pour éviter les problèmes de whale watching qu'il y a parfois? Alors, à l'île Maurice, la réglementation est très stricte. Il n'y a qu'un seul bateau qui a l'autorisation, c'est celui de Hugues. Nous sommes autorisés à nous mettre à l'eau uniquement le matin, de l'aube à midi. Bon, un petit peu, on peut jouer un petit peu avec ça, de telle sorte à ce qu'il ne soit pas perturbé tout le temps. En revanche, ce que je dirais sur le whale watching, et ses dérives, il y a des dérives. S'il n'y avait pas de whale watching, il n'y aurait plus de cétacés. En deux mots, il faut aller à la rencontre. Il n'y a que la rencontre qui permette de connaître l'autre. On ne fait pas on n'apprend pas à connaître l'autre dans des bouquins. On connaît l'autre parce qu'on va vers lui. Alors il faut des maîtres, est-ce respect, qui apprennent à rencontrer. On ne fait même pas l'économie des erreurs. Mais avec des animaux sauvages comme ça, avec lesquels on ne peut pas tricher, on apprend véritablement à rencontrer l'autre. Et si je peux rencontrer l'autre, le cachalot, le requin blanc, que je ne comprendrai jamais parce qu'on n'a pas le même langage, parce qu'on ne vit pas dans le même monde, qu'on n'est pas le même Umwelt, alors je dois pouvoir apprendre à connaître mon voisin qui a une religion et des traditions différentes. L'école de la nature devrait être obligatoire. C'est la meilleure école de la vie en société. Voilà pourquoi je dis oui au whale watching, oui à ça. Et alors on dit, mais il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Et qu'est-ce que cela ne tienne? S'il y a une demande si formidable pour les baleines, eh bien multiplions la possibilité pour qu'il y ait des baleines partout. Multiplions les réserves marines. Hurlez pour avoir des réserves marines. Hurlez pour avoir des territoires protégés ou aller à la rencontre de la nature. Puisqu'il y a de la demande, n'importe quel crétin d'économiste comprend ça, augmentons l'offre. Alors, exigeons des réserves, exigeons de la protection des grands animaux sauvages. Une petite question juste comme ça, parce que pour ma curiosité, en anglais, comment est-ce qu'on fait la distinction entre baleine et cachalot? Parce que je connais whale, mais comment on dit cachalot en anglais? Sperm whale, parce que le sperme, l'énorme melon qu'il a devant le front est rempli d'une cire liquide très, très fluide qui ressemblait au sperme whale. Voilà. Et alors, les cachalots, sperm whale, les dauphins, les orques, les globicéphales font partie des cétacés à dents. Ont des dents, les cachalots ont des dents qu'à la mandibule, pas à la mâchoire supérieure, et les baleines ont des lames cornées qui pendent de la mâchoire supérieure qu'on appelle les fanons. Mais ce grand groupe des cétacés est apparu il y a 55 millions d'années à l'Éocène, au moment d'un très grand réchauffement climatique, où le niveau des mers avait beaucoup monté, où les terres étaient très sèches et où certains animaux se sont rapprochés des milieux aqueux. Et parmi eux, il y en a certains qui en ont profité, dont un qui s'appelait Pachycétus, mais qui vivait à terre au départ. Et qui, petit à petit, a eu des descendants qui étaient différents, et certains ont conquis le milieu liquide et se sont adaptés aux océans. Et avec Stéphane, lorsque nous étions au Mozambique sur un
un documentaire qu'on avait fait ensemble sur les dauphins, nous avons eu la chance, Stéphane, de voir cet hippopotame aller en pleine mer, dans les rouleaux, et puis tout d'un coup se mettre à nager au large. Et ça symbolise un petit peu ce retour à la mer des animaux terrestres. Il faut savoir que les cétacés sont des cousins très proches des hippopotames. Voilà un petit peu l'histoire des cétacés qui ont dû conquérir un milieu qui leur est hostile. Je dis hostile parce qu'on dit qu'ils sont super adaptés, mais ils sont... Même un poisson rouge, c'est mieux adapté. Vous vous rendez compte qu'ils n'arrivent pas à respirer dans le milieu dans lequel ils vivent? C'est tous les jours qu'ils ont à surmonter ce handicap terrible qu'ils ont hérité de leurs ancêtres terrestres. Donc, c'est formidable. Tous les mammifères marins, en fait. Tous les mammifères marins. Oui. Je ne vous vois pas là-bas. Je suis là. Non. Ah, pardon. Voilà. Bonjour. Merci déjà de venir partager votre passion et puis bravo pour votre bureau. Alors, j'ai 2 questions. La première, vous avez parlé d'émotion. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que les cachalots ont une personnalité? Et est-ce que vous avez expliqué que, par exemple, celle qui guide les autres n'est pas forcément la plus vieille, ni la plus expérimentée, ni la plus puissante? Ni la plus grosse. Ni la plus grosse. Est-ce que son rôle social peut être lié à sa personnalité, si elle en a une? Alors, émotion, personnalité, rôle social. Alors, personnalité, 0 doute. Encore une fois, nous, on ne les reconnaît même plus maintenant à leurs caractéristiques morphologiques, mais à leur comportement. Et personnalité, je peux vous dire une chose, Arthur, qui se reconnaît très bien à sa caudale qui a été mangée par un globicéphale, il fera jamais ce que fait Elliot. Hein. Jamais. Jamais. Arthur, il est timide, il ne s'approche pas, il ne vient pas jouer. Enfin bon, c'est un autre cachalot. Donc, personnalité, 0 doute. Émotion. Je ne suis pas dans la tête d'un cachalot. On ne peut pas se mettre dans la tête d'un cachalot. Je ne sais pas comment le cachalot, et personne ne sait comment le cachalot vit le monde. Mais posez-vous la question, même avec la personne que vous aimez le plus. Est-ce que vous savez comment elle perçoit le monde? Est-ce que c'est comme vous? Presque, mais pas tout à fait. Ça veut dire qu'on ne peut pas se mettre dans la tête de l'autre. Et la tête d'un cachalot, qui a des sens qui ne sont pas les nôtres, l'écolocalisation, moi, je ne sais pas ce que c'est. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il perçoit. Je n'ai pas les mots, on n'a même pas les mots pour qualifier, pour décrire la manière dont il perçoit ce qu'il y a autour. Ça veut dire que le monde dans lequel il vit est si différent du nôtre qu'on ne peut que essayer d'imaginer comment il voit le monde et quelles émotions il a. Il a certainement du bien-être, et du pas bien lorsqu'il s'en va, du mal-être. Il y a de l'empathie. Les cachalots, visiblement, lorsqu'il y en a un qui est en difficulté, se voit aider, même chez des cachalots qui ne sont pas du même clan. Enfin bon, on a des... Mais c'est quelque chose qui n'est que par comparaison à ce que nous connaissons. Mais on n'a pas d'autre moyen de décrire ce que nous voyons. Et l'autre chose, comme pour l'intelligence, il y a une gradation des intelligences, une variation des intelligences et des émotions. Ce n'est pas quelque chose de unique, des émotions comme nous. Non, il y a des tas de types d'émotions. Ce doit être des variétés d'émotions différentes. Il ne faut pas imaginer que ce que nous percevons du monde, ce que nous ressentons du monde est partagé par les autres, et nous ne partageons pas ce que les autres espèces voient, comprennent et ressentent du monde. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est de bien comprendre que notre appréhension du monde est extrêmement parcellaire. Je ne m'exprime pas bien. Je vais prendre un exemple très concret. Si nous avions à décrire ce moment ensemble, on le vit tous en même temps, à la même seconde, ben je peux vous dire, nous aurions 150 descriptions différentes. Mais elles se ressembleraient toutes. Il y a un bonhomme qui était assis, qui parlait fort, on aura à peu près tout ça. Faites rentrer un chien. Et là, tout d'un coup, il va dire... Ah, ça sentait ici, il y avait une sorte de nébuleuse d'odeur fabuleuse. Il y en avait qui avaient Sa perception du monde au chien n'est pas visuelle, il s'en fout. Il va décrire le monde totalement autrement.
il va le ressentir autrement. Par conséquent, après, toute la chaîne de l'analyse et du ressenti du monde est liée à cette perception du monde, qui est très différente. Et c'est un chien, un animal terrestre. Et là où nous voyons du vide, il voit que du plein, lui. Eh bien, le cachalot, c'est pareil. Tout à l'heure, quelqu'un posait la question du goût, je n'ai pas répondu. Quand on analyse les aires cérébrales qui sont associées chez nous au goût, c'est très pauvre. Enfin bon, et les organes, c'est très pauvre. On n'en sait pas plus. Alors il y a des études qui semblent dire que même oui, non seulement les aires cérébrales et tout ce qui serait des organes du goût sont tellement atrophiés qu'ils ne sentent rien. Et puis quand on met quand même des odeurs dans l'eau, c'est chez les dauphins que ça a été fait, là tout d'un coup ils sentent. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Une chose qu'on peut dire, c'est qu'encore une fois, comme le disait Stéphane, la nature nous prend toujours à contre-pied, on a toujours tort. Elle nous démontre toujours qu'elle ne reste pas enfermée dans une petite boîte. Toujours, toujours, toujours. Et la deuxième chose, c'est que, au moins pour le milieu marin, on ne sait rien du tout. Rien du tout. Juste pour dire, on a décrit 240 000 espèces dans le milieu marin. Il y a des millions d'espèces que nous ne connaissons pas et que nous ne connaîtrons peut-être jamais. Et si nous pensons une seconde que la description de ces espèces nous donne une idée de la connaissance de ces espèces, nous nous trompons. Et c'est grave. Connaître, ça n'est pas savoir des choses. Vous pouvez me décrire comme vous voulez. Je ne suis pas mon grand nez, mes grandes oreilles et ma tête minable. Je suis autre chose. Je suis ce moment avec vous. Je suis relation. La vie est relation, 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 relation. Ce qui veut dire que pour connaître, pour comprendre l'autre, il faut vivre avec lui et il faut essayer de comprendre ses relations. On se fout de la description des corps. Un corps n'a jamais décrit un être vivant. Et nous nous limitons à ça et on met les trucs dans les bocaux et on dit c'est un être vivant. Mais c'est pas du tout un être vivant. C'est comme si on disait Mozart en desséquant le cadavre de Mozart. Je m'en fous du cadavre de Mozart. Mozart, il vit toujours. Il est toujours en relation avec nous. C'est son œuvre qui compte. C'est la relation. Pardon, mais c'est une chose qui me tient à cœur. On confond savoir et connaître. Le savoir, formidable, si c'est une ouverture vers la connaissance, et la connaissance, encore une fois, c'est vivre avec, connaître. C'est pas étymologiquement ça, mais le jeu de mots est bon. Connaître, créer des liens, vivre avec. C'est un engagement qui nous fait comprendre que nous faisons partie du monde, que nous sommes parcelles de ce monde, que le monde ne nous appartient pas et que nous sommes dans ce monde. Alors que le savoir nous donne l'impression que nous sommes détachés de ce monde, que nous pouvons l'exploiter, parce que nous le regardons de loin. Le savoir est distancié, la connaissance et les relations. Alors, dans le milieu marin, je peux vous dire une chose, nous sommes à l'aube de la relation. Parce qu'en général, on met les poissons dans la même boîte, d'ailleurs ça n'a même pas comment on appelle, ni d'émotion, ni de rien du tout, on s'en fout, ça ne crie pas, enfin bon, tout ça est dans la même boîte, parce que nous ne sommes pas allés à la rencontre. Mais le jour où on va à la rencontre du requin blanc, des cachalots ou des dauphins, alors on comprend qu'il y a des individualités, et on comprend qu'il y a d'autres formes d'émotion et d'autres formes de perception de ce monde à l'égal de la nôtre. Et c'est un des plus grands océanographes qui vous dit qu'il ne sait absolument rien et que nous ne savons absolument rien. Je crois que Stéphane Granzotto voudrait nous quitter bientôt. Il a des livres à la sortie et il a un taxi à prendre pour un train, etc. Vous êtes moins pressé, François ? D'accord. Donc, notre prochaine étape à nous, excusez-moi, c'est 19h au centre événementiel pour la cérémonie de clôture. Stéphane Granzotto, merci beaucoup et bravo pour ce film magnifique. Merci Stéphane qui a un magnifique livre avec la caudale de Haïko en couverture. Magnifique. Ciao. Il y a encore un monsieur qui a un micro. Je ne sais plus où nous en sommes au niveau des micros. Vous devez en avoir deux dans la salle. Monsieur ? Oui, bonsoir. J'aurais deux questions à poser à François Sarano. La première, c'est une question un peu technique. C'est pourquoi est-ce que les cachalots dorment verticaux ? Est-ce qu'ils auraient la notion de la verticalité ? Et la deuxième question, c'est, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ils descendent dans les profondeurs, vers les ténèbres, et puis ils remontent vers la lumière pour respirer.
mais aussi ont-ils besoin de cette lumière comme l'individu a besoin de la lumière? Alors, pourquoi dorment-ils verticalement? Le plus souvent, vous l'avez vu, tête vers le haut et caudale vers le bas. On voit aussi dans l'autre sens. J'en sais rien. Mais alors, pour le coup, rien du tout. Je sais pas. Ils dorment parfois aussi en surface, à plat, hein, mais c'est comme ça. Alors, peut-être le spermacétie, qui est une masse graisseuse, fait une sorte de point un peu plus léger. Hypothèse, hein, c'est totalement hypothétique. Hein. Et j'insiste là encore pour dire qu'on ne sait rien du tout. On vous a décrit super bien hein, la chasse, l'écolocalisation dans les grands fonds, là. Totalement hypothétique. Hein. Je veux dire, personne n'a jamais vu la chasse dans les grands fonds, et personne ne le verra jamais. Et l'idée que le clic est mis par la contraction de cette narine droite, donc qui fait une sorte de sac, et sa compression en passant dans le sphincter qui s'appelle le museau de singe, c'est aussi hypothétique. Hein. Vous savez comment ça s'est fait? Il y a un grand chercheur qui s'appelait Moll, et qui un jour a vu un cachalot mourant sur la plage en train de s'échouer. Il a pris une corne, il a soufflé dedans, ça fait... Alors il a émis cette hypothèse. Et après ça... Mais oui, c'est des hypothèses. Après ça, on le prend pour argent comptant. Mais on n'a pas mieux pour aujourd'hui. Hein. C'est la meilleure hypothèse, c'est que c'est une sorte de paix, qui est un tout petit claquement du tout, lorsqu'il fait l'aller-retour dans ce spermacétie, dans cette masse cireuse, et avec les zones adipeuses qui font que les zones qu'on appelle musculaires qui les contraignent, ferait un peu comme des lentilles de Fresnel et concentrerait le son, l'accélérerait et le rendrait très puissant. Tout ça est, je tiens à le dire, hypothétique, totalement hypothétique. Hein. Et sans aucune confirmation pour l'instant. Ah oui, on essaye de travailler dessus, mais ça reste... comment dire, notre connaissance avance comme ça. On émet des hypothèses, on va essayer de les vérifier, et tout d'un coup, la nature nous prend à contre-pied, et on se dit, bah là on a fait ça, mais quand même on a compris ça, donc ici là. Donc on avance comme un bateau qui louvoie. Hein, on fait du prêt pas très serré. Donc, encore, je ne saurais pas répondre si la lumière leur est importante. Je ne sais pas. Alors, ils remontent respirer, ça c'est obligatoire. Si un cachalot ne remonte pas respirer, ben, il meurt. Après ça, je ne suis pas sûr que les yeux et donc l'appréhension de la lumière jouent un rôle très important dans le système de perception des cachalots. Je pense vraiment que c'est un système de vibration basse, sonore, quoi, hein, globalement. Et vraiment. Mais là encore, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, lorsqu'ils viennent vers nous, d'abord, ils ont l'énorme melon qui les précède et les yeux sur les côtés, ils ne nous voient pas et ils arrivent sur nous et ils peuvent s'arrêter sans nous voir. Mais, de temps en temps, ils viennent et l'œil du cachalot. Et ils regardent. Et puis, quand on nage au-dessous d'eux et qu'ils passent, ils se tournent sur le ventre et ils nous regardent. Il n'y a aucun doute, les yeux serrés, ils nous regardent et ils nous voient et ils font attentifs à nous. Mais quelle est l'importance de ce sens par rapport aux autres sens? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et je ne pense pas que si nous pouvions poser la question à un cachalot, qu'il décrirait le monde comme on le voit. Nous, on décrit vraiment la forme, on entend les sons. Lui, il décrirait, je ne sais pas, peut-être des déformations de l'onde. On ne sait pas. C'est ça qui est compliqué à dire. On est obligé d'utiliser les mots de notre vocabulaire qui correspondent à notre système de perception du monde pour expliquer des choses que nous ne comprenons pas bien, mais quand même les traduire pour que vous les compreniez. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que très souvent, on nous dit, vous faites de l'anthropomorphisme. Je fais de l'anthropomorphisme. Je n'ai que ces mots idiots et ces comparaisons bêtes pour essayer d'exprimer ce que je découvre et de vous le faire passer. Mais c'est des mots humains. Ben oui, j'en ai pas d'autres, désolé. Et c'est une perception humaine. Vous êtes humain, me semble-t-il. Et je reviens aussi sur une autre chose pour dire qu'on ne sait rien du tout. Vous allez lire dans les livres que ce fameux melon plein de cire sert au cachalot pour descendre dans les profondeurs et pour remonter, comme un ballast.
Bon, j'ai lu ça aussi, puis je l'ai écrit. Et puis après, je me suis dit, mais t'es complètement idiot. Il est dans une eau à 28 degrés. Cool. 28 degrés, ça, c'est une température, et sa température corporelle qui fait que la cire est extrêmement fluide. Donc pour couler, il faudrait qu'il la densifie. Bon, pas de bol, je ne vois pas comment il peut la densifier quand il est en surface dans une eau à 28 degrés. Bon. Donc déjà, ce spermacétide ne lui sert pas à couler, il est plutôt dans un état flottant. Il s'enfonce dans les grands fonds. Au bout d'un quart d'heure, il est à 1000 mètres de profondeur et dans une eau qui fait 6-8 degrés. Ah ouais, c'est super. Peut-être qu'à ce moment-là, il peut refroidir son spermacétide. Quelqu'un qui a vu la tête d'un cachalot, c'est gros et c'est épais. Donc il faut un certain temps. Et s'il le refroidissait, pas de bol, c'est le moment qu'il faut remonter, c'est le moment où il faut le réchauffer. C'est-à-dire qu'au moment où il est le plus dense, c'est juste le moment où il faudrait qu'il soit le plus léger. Donc, on lit des hypothèses, on lit des choses, et puis après on se dit, mais c'est complètement con. Et il y a des gens qui prennent ça pour argent comptant, et qui après essayent de dire, comment est-ce qu'il peut faire pour le refroidir? Alors là, on entend, alors il le fait rentrer de l'eau dans son conduit nasal droit, celui donc qui n'est pas fonctionnel, qui ne sert pas à la respiration, et pour refroidir, et je lui dis, c'est cool ton hypothèse, mais il clique comment alors? Enfin bon. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut prendre du recul par rapport à ce qui est écrit, oublier sur le terrain, y aller nu, la tête vide, et regarder, écouter. Et à ce moment-là, on progresse à tâtons. Et aimer, je me permets. Parce que je ressens beaucoup d'amour, on entend beaucoup d'amour dans votre façon de les regarder et de les respecter. On vit avec j'ose dire non, mais beaucoup d'amour. Nous n'allons pas, j'ai hâte d'arriver à Mars, nous n'allons pas plonger avec des cachalots. Je voudrais bien savoir si on va retrouver Elliot et Tache Blanche. Je veux savoir comment est devenue Chesna, si maintenant elle est plus avec Zoé. Et puis comme nous connaissons toute la famille et qu'encore une fois on a l'arbre généalogique complet, que nous savons qui est la sœur de qui est la grand-mère, comme ça, on va retrouver, je dirais, des amis, une famille. Alors je ne sais pas si je ne veux pas dire que nous sommes amis, qu'on a noué les relations. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, nous sommes attachés à des personnes non humaines. Parce que nous les voyons grandir. Moi, j'ai vu grandir Arthur. Je ne veux pas dire comme mes enfants, mais disons, avec un attachement profond. Je me soucie de lui, je veux savoir ce qu'il va devenir. Et Arthur est un cachalot que j'aime beaucoup parce que c'est moi qui fais la première image de lui et puis il est très marqué avec sa caudale là. J'espère que quand il sera très grand, il ira creuser Kerguelen et qu'un jour quelqu'un dira, en voyant la caudale formidable sortir hors de l'eau et marquer, waouh, j'ai vu Arthur à creuser. Enfin bon, c'est sûr, dans 70 ans, je veux vraiment savoir ce qui s'est passé. Je vais revenir. Ça ressemble à de l'amour. Madame, et on va peut-être pas. Je suis venue chercher mon téléphone pour voir quelle heure il est, parce que nous ne pouvons pas quand même nous éterniser. Absolument. Il est 6h30, donc on va prendre peut-être cette dernière question. Bonsoir François, bonsoir Madame. Merci beaucoup. Moi, je suis vos travaux depuis un moment. Je me demandais, François, si je vois qu'il y a des chercheurs qui prétendent étudier les cachalots ailleurs, enfin qui le font dans le monde. J'ai entendu parler d'intelligence artificielle, etc. Est-ce que vous arrivez, avec la qualité de votre approche, à les influencer pour une approche plus d'homme à cachalot, je dirais, et moins depuis le haut du bateau, on prétend qu'on va tout comprendre? Non. Très clairement, nos travaux, pour être très simple, sont rejetés. Les allaitements, ça n'existe pas. Je simplifie. Aujourd'hui, les cétologues, et en particulier les gens qui étudient les cachalots, ont une méthode de travail héritée de celle qui date des années 80. On étudie les cachalots depuis le pont d'un bateau et on essaie d'interpréter les signes que l'on voit à travers la surface ou ce qui laisse paraître en surface. Et puis on immerge des hydrophones et
on essaye d'interpréter les émissions sonores. Les reviewers des revues scientifiques sont les cétologues qui croient en cette méthode. Et donc, il est très difficile de faire passer des informations nouvelles. Pour vous donner un exemple, personne n'avait jamais vu un allaitement. Nous avons soumis une publication qui s'appuie sur 120 allaitements filmés. Là, comme ça, 120 allaitements filmés. Et qui s'appuie sur la reconnaissance des individus, c'est pas très difficile lorsqu'on est juste à côté, et les analyses génétiques. Par conséquent, on sait exactement qui est la nounou, qui est la babysitter, qui est la maman, quel pourcentage de temps les... Cette publication, on l'a soumise déjà plusieurs fois, elle est toujours retoquée. Ah, elle est trop longue, elle est trop ceci, elle est trop cela. Parce que c'est un tel tsunami. Je dis bien un tsunami, ils n'avaient jamais vu un allaitement. Il y a des publications qui sont sorties qui disent qu'ils têtent par la narine. Non, mais celles-là sont sorties. Mais le bouleversement est tel que c'est trop. Et en gros, aujourd'hui, ce que nous proposons est tellement dérangeant, parce que nous sommes j'insiste, nous sommes les seuls au monde à nous immerger avec eux. Et alors, leurs arguments, qui ne sont pas complètement idiots, hein, ils disent, oui, mais ce que vous observez, c'est un comportement perturbé par votre présence. Ce qui est juste. Les cachalots savent parfaitement que nous sommes ici. Il est donc bien perturbé. Mais comment fait un ethnologue quand il va étudier une société? Ben, il s'y immerge. Demandez à Descola s'il ne s'immerge pas au milieu de ses hachoirs. Demandez à quelqu'un qui travaille sur, je ne sais pas moi, le quartier à Paris. Ben, il faut bien qu'il s'immerge. C'est vrai qu'au départ, on dérange un peu. Et puis au bout d'un moment, il y a un phénomène qui s'appelle l'habituation. Et ça se mesure, l'habituation, qui fait que, eh bien, ils savent parfaitement qu'on est là, mais ils poursuivent leur comportement naturellement. Ça, ils ne l'acceptent pas. Ce que les primatologues font depuis bien longtemps, et mesurent, encore une fois, l'habituation. Hein, pour les chimpanzés, il faut parfois... j'ai discuté avec une chercheuse exceptionnelle qui s'appelle Sabrina Krief, qui étudie les chimpanzés, et bien, elle dit qu'il faut parfois 10 ans pour... que l'habituation soit telle qu'à un moment donné, un grand mâle tourne le dos et continue sans se soucier de leur présence. Nous, c'est la même chose. Et c'est là que tout d'un coup, ça change tout. On est rentré dans leur monde et comme des ethnographes plutôt, ceux qui passent le temps sur le terrain, eh bien, on essaye de comprendre les codes de leur vie. On ne peut pas faire autrement. Mais encore une fois, ça ne rentre pas dans les canons de la cétologie, au moins celle des cétologues qui étudient les, comment ça s'appelle, les cachalots. Mais là, on a plusieurs publications en cours qui, encore une fois, il y a un moment donné où on ne peut plus refuser l'évidence. On ne peut plus. L'analyse génétique, c'est dur, ça au moins ils y croient. Hein, et quand on montre l'arbre généalogique, on a tout le clan. Et on a trouvé les grands-pères, les arrière-grands-pères. On a même un arrière-grand-père qui est mort à Kerguelen en 2007. Et ça, grâce à un chercheur exceptionnel qui s'appelle Christophe Guinet, qui dirige le laboratoire de Chizé. Enfin bon, il travaille sur les éléphants de mer, il travaille sur les orques, sur toutes les îles subantarctiques, et qui en 2007 a récupéré à Kerguelen un cachalot. Il y avait un cachalot échoué, il a récupéré une dent, puis un bout de peau qu'il y avait au frigo. Et lui, devant la qualité de notre travail, a dit, mais attends, ouais, stop, j'ai des vieux trucs dans mon frigo. Et Jean-Luc Jung, que vous avez vu là tout à l'heure, et Justine Girardet, qui ont fait le travail de génétique, là, analysent le truc, et là, tout d'un coup, ping, Caire 2007, et là, le grand-père de Irène Gueule-Tordue et de sa sœur Mystère, il est l'arrière-grand-père donc de Arthur et de la petite Lana que Irène a eue avec Noé. Et Noé et Irène sont liés parce que leurs pères sont des frères. Oui, sont cousins. Et après ça, c'est pour comprendre comment les mâles structurent, la fameuse Germine, qui n'a rien, alors elle n'a rien à voir avec les autres familles, sauf qu'elle a que le frère
du père de Noé et d'Irène, et l'un des mâles qui s'est accouplé avec sa mère. Enfin bon, elle est la fille de ça. Donc, on retrouve là-dedans, grâce à cette analyse génétique, toute la composition du clan, et on comprend pourquoi ces cachalots sont associés. Voilà. Et autre chose, bien que la famille, vous avez vu, on dit à un moment donné, ils ont tous une grand-mère commune, sauf Claire. Hein, c'est donc bien matrilinéaire. Pour montrer que c'est matrilinéaire, on étudie l'ADN qui est transmis uniquement par les organites de l'ovule, qu'on appelle l'ADN mitochondrial, et il n'y a que la mère, donc grâce à ces organites, qui les transmet. Et donc, tous les cachalots du clan ont l'ADN mitochondrial qui est semblable, on dit le même haplotype, et cela montre qu'ils font tous partie de la même lignée, sauf Claire. Alors, pourquoi il insiste là-dessus? Parce qu'en fait, c'est un truc extraordinaire. C'est un cachalot qui a été adopté, qui vient d'ailleurs. Et on ne sait pas comment les systèmes d'adoption se font. Et nous avons un jour assisté à une tentative de rapt dans le clan de Irène Gueule Tordue par des cachalots une cachalot d'un autre clan, une grosse qui s'appelle Lilith, là, une énorme qui est venue et qui a essayé, très gentiment, elle arrive dans le clan, puis petit à petit, elle se mettait entre la petite Chesna et puis, c'était Darren, elle poussait, puis elle les emmenait comme ça. Et, ah oui, je pense qu'elle allait les entraîner ailleurs. Irène Gueule Tordue, la matriarche, est arrivée, germine, elles ne sont pas réussies, Lilith les a retournées comme une crêpe, et c'est Tache Blanche, le frère de la petite Chesna, qui est venu, qui s'est opposé, tête contre tête, retourner le corps, là oui, parfois il y a des combats, et qui a réussi à éviter l'enlèvement. On n'a pas vu la fin, mais le lendemain, il y avait toujours Darren et toujours la petite Chesna. Enfin bon, je pourrais vous en raconter des heures, mais c'est comme si vous racontiez, on le vit, c'est comme si vous racontiez la vie de votre famille, c'est la même chose. Enfin, des tentatives d'enlèvement, il n'y en a quand même pas si souvent que ça. Heureusement, mais autre monde. Mais ce qui reste d'intéressant là-dedans, c'est qu'il faut les considérer, encore une fois, comme des personnes non humaines. Il faudrait d'ailleurs leur donner un droit d'existence et revoir complètement notre appréhension du monde. Le monde ne nous appartient pas. Nous faisons partie de ce monde, nous faisons partie de l'océan, à l'égal de ces géants et de tous les autres. Et c'est comme ça qu'il faudrait le comprendre, et donc donner droit d'existence et respect à tout le monde. Vous avez tout à fait raison. Je voudrais juste citer une phrase que j'ai entendue dans le film Anthropocène que nous avons projeté hier, une phrase du président kenyan qui venait de faire brûler 105 tonnes d'ivoire en disant « L'ivoire appartient aux éléphants ». L'ivoire appartient aux éléphants. Est-ce qu'on va y arriver? La fin de la marchandisation, ça serait quand même pas mal. Mais c'est nous, hein, attendez. Nous sommes les consommateurs, la puissance mondiale. Vous n'imaginez pas la force de notre non-consommation. On veut qu'on change? Stop. Ne partez pas tout de suite. Vous voulez que le monde change? C'est tout de suite qu'il change. Maintenant, c'est à nous de le décider. Tout de suite. 3 choses. Se retrouver, ça veut dire prendre sa télé, foutre un bon coup de pied, et prendre ces jeux connectés, foutre un bon coup de pied dedans, et vous allez gagner 2 heures par jour à être avec votre maîtresse, avec votre femme, avec votre fille, avec qui vous voulez. Relation. Retrouver de la relation. Alors, se retrouver. La deuxième chose, se reconnecter. Sortez les pieds nus dans l'herbe, allez voir les fourmis, retrouvez vos racines avec une temporalité qui est celle de notre physique. Et pas avoir 6 heures de décalage parce que vous avez reçu un mail du Japon qui est déjà en avance sur vous, vous êtes déjà en retard. Et oubliez les news qui arrivent de partout, qui sont bonnes, qui sont horribles, mais que notre physique, que notre intellect n'est pas capable de gérer. Revenir, se reconnecter. Et il y a des gens qui disent je vais dans la nature pour déconnecter parce que j'en ai ras-le-bol. Non! Allez vous reconnecter dans la nature. Allez regarder J'ai le temps d'une anecdote. Allez regarder des rats. Attendez. J'ai un petit neveu qui vit au Cambodge, qui vient en vacances cet été à la maison. Il s'ennuie parce que justement on n'a pas la télé, des trucs comme ça. Et je lui dis tiens, on va aller voir le rat parce que nous cohabitons avec une famille de rats qui habite sur la tonnelle à côté de notre chambre. On dit super, on va prendre la tapette, on va les écraser, on va les tuer. Je lui dis super, t'as une bonne idée. Alors il va falloir qu'on les approche. Et tu prends la tapette, tu les tueras.
Mais et là, j'ai dit, attends, je sais par où ils passent par ces branches-là, puis ils descendent et ils viennent souvent dans le tas, il y a un tas un peu avec des vieilles graines, des trucs, et ils viennent manger. Tu t'assois là, et puis tu les tueras. Voilà, ça va être super. Donc il s'assoit, évidemment le rat descend, à peine il est descendu, il bouge et il s'en va. Il dit, si tu veux le tuer, c'est pas comme ça la méthode. Hein. Tu vas rester assis, tu bougeras pas. Tu bougeras que quand je te le dirai. Bon. Donc il s'assoit, je sais pas, il descend comme ça au fauteuil. Et le rat descend, puis évidemment elle arrive sur le tas, il y a 3 graines, puis il commence à manger, il prend dans les mains, il regarde comme ça. Et alors Cortot fait, il bouge, mais puis il dit, oh, je lui ai fait peur, c'est pas de bol quand même. Je dis, t'as vu, c'est joli, t'as vu ses petites mains, c'est drôle, hein, puis il a des oreilles, tu crois que je peux m'approcher un peu plus? Et je dis oui. Il s'est approché, je ne blague pas, à 2 mètres. Ce n'est pas des rats apprivoisés, hein, c'est des rats. À 2 mètres. Il est resté 1 heure. Inutile de dire qu'il a oublié de l'écraser avec la tapette à rats. Et qu'il a découvert. Pourquoi? Parce qu'il y est allé, tout d'un coup, il s'est ouvert. Et il a découvert que les rats étaient des animaux, mais extraordinaires. Rajoutez-leur une queue, tout d'un coup, vous avez un écureuil, mais en plus intelligent. C'est fabuleux. C'est-à-dire que la nature, le cachalot, c'est super. Mais elle est là, elle est à côté. Elle est là, la nature. Donc reconnectez-vous ici. Et la dernière chose que je dirais, dans cette trilogie, engagez-vous. Parce que s'engager, ça donne un sens à ce que vous faites. Vous savez pourquoi vous vous levez le matin, que vous vous engagiez dans une association pour les migrants, dans une association, peu importe, ça donne un sens. Et comme l'engagement, c'est toujours altruiste, ça donne une récompense au quotidien. Parce que le sourire de l'autre, quel qu'il soit, c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus riche. Avec l'association Longitude 180, ils sont dévoués, aujourd'hui ils ont pris leur dimanche pour venir tenir le stand. Je vous garantis que ça nous motive tous les jours. Merci.